Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Gaïa Imperial et je suis une drag queen. Et aujourd'hui j'aimerais beaucoup vous parler de l'histoire derrière notre culture. Vous devez sans doute connaître la drag queen par l'émission populaire de RuPaul's Drag Race, probablement, qui a maintenant 13 saisons. 13 saisons, plusieurs All-Stars, etc. Mais la drag queen n'a pas toujours été comme ça. Elle n'a pas toujours été libre, elle n'a pas toujours eu des droits. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'accomplissement des LGBT notamment. Je vais vous parler de la naissance des drag queens, ainsi que toutes les histoires qui se passent derrière. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite vraiment à vous abonner et activer la cloche de notification, ainsi que laisser peut-être un petit commentaire, parce que ça pourrait beaucoup m'aider à me référencer en tant qu'artiste. Et voilà, donc j'en vous serai très très reconnaissant. Merci beaucoup. Donc je vous laisse avec la suite de cette vidéo et on se retrouve tout de suite. Par contre, il y a des champignons qui poussent dans le garage. Ah oui. Garage. Par contre, il y a des champignons qui poussent dans le garage. Alors avant de commencer cette vidéo là, je tenais à vous dire que j'ai fait 36 000 recherches sur le sujet pour être sûr. Moi-même étant drag queen, je connais la moitié de toutes ces informations là parce que c'est des notions évidentes évidemment. Quand on est dans ce milieu là, on est plus adepte à connaître ça, cette culture là. Mais oulala, qu'est-ce que ça a été compliqué. La plupart des articles ça parlait notamment de RuPaul, ça parlait des drag queens modernes, mais ça parlait pas vraiment de l'histoire derrière et c'était vraiment une catastrophe pour trouver tous les articles. Mais j'ai fini par vraiment tout englober et voici du coup toute cette histoire. C'est parti, on commence. Oh, well come on Teletubby, teleport us to Mars. Alors la plupart des personnes pourraient vous dire que drag c'est l'analogie de Dressed as a Girl, mais la plupart des personnes pensent que drag ça vient réellement des travestis à l'époque qui laissaient traîner leurs jupons, et de queen qui est le jargon pour dire faux folle quoi. Alors la drag queen, c'est vraiment une figure qui a énormément évolué avec le temps. Ça n'a pas toujours été la drag queen qu'on connaît, les Aquaria, les Sacha Velour, non, ça n'a pas toujours été comme ça. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'au final, on évolue tous d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai que la connotation drag provient de très loin, même en Rome antique. Donc je vais commencer mon histoire au XVIIe siècle. À l'époque, les théâtres étaient vraiment très mainstream, si on peut dire ça comme ça. Et les femmes ne pouvaient pas tout simplement jouer au théâtre, elles n'avaient pas ce droit-là. Ça faisait que ça laissait aux hommes l'embarras du choix de jouer le rôle d'une femme, si vous voulez. Donc c'est de là déjà qu'on a commencé à parler de travestissement, mais ça n'avait aucune connotation avec l'homosexualité, c'était tout simplement juste de l'art. C'était juste faire un rôle, être un autre personnage le temps d'une pièce de théâtre. On a beaucoup de termes qui relèvent du drag, on a notamment drag queen, transformisme, travesti, club kid, drag king, bio king, et notamment la notion de transgenre. Mais qu'est-ce que c'est vraiment que la différence entre tous ces termes-là? Je vais vous expliquer. On parle d'une drag queen, un homme cisgenre, qui va porter des attributs un peu plus féminins. C'est pas ressembler à une femme, mais c'est porter des attributs féminins pour rendre ce personnage-là très artistique. Beaucoup confondent la notion de drag queen avec le transformisme. Le transformisme, c'est tout simplement imiter une célébrité, comme on pourrait imiter Céline Dion, comme on pourrait imiter Cher. Ensuite, nous avons Club Kid. Club Kid, c'est une culture qui a été créée notamment à New York dans les années 80, qui s'est beaucoup popularisée dans les ballrooms, etc. Et pour vous la faire courte, en gros, Club Kid, c'est une drag qui n'a pas de genre. Voilà. Pensez comme ça, c'est une drag qui n'a pas de genre. Elle ne ressemble ni à une femme ni à un homme. Donc nous avons ensuite le drag king. Donc le drag king, c'est quoi? C'est une femme qui va interpréter... En fait, c'est exactement l'inverse de la drag queen. Si l'homme utilise des attributs féminins, la femme utilise des attributs masculins. Et donc c'est ça la différence entre drag queen et drag king. Donc nous avons ensuite la bio queen. La bio queen, donc c'est une femme cisgenre qui va utiliser des attributs un peu plus féminins et les amener vers un rang un peu plus artistique. Et maintenant, l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est confondre transgenre avec drag queen. Alors qu'est-ce que c'est réellement la différence? J'aime beaucoup à dire que transgenre c'est ce que tu es et drag queen c'est ce que tu fais. Drag queen, c'est l'art que tu présentes au monde, c'est être drag queen le temps d'une soirée, mettre du maquillage, s'habiller, mettre des faux seins, des fausses fesses, des talons, etc. Alors que transgenre c'est vraiment ton identité propre. Transgenre, c'est par exemple tu te sens pas bien dans ton corps, imaginons d'homme, tu veux devenir une femme, tu es transgenre. Je sais pas si ça fait un petit peu de sens comme ça, c'est peut-être un peu grossier probablement, mais au moins c'est un peu plus facile à comprendre. Alors maintenant je vais vous parler de l'histoire de la drag queen et notamment en Amérique. Alors c'est vrai que le drag est plus une culture américano-centrée qui s'est vraiment basculée vers plusieurs pays, notamment d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud.
Donc nous allons dans un premier temps retrouver William Dorsey Swan, qui a été un esclave à Hannock, dans le Maryland, et qui a ensuite été libéré grâce à la proclamation d'émancipation. C'était vraiment un activiste dans la communauté LGBT, même si on n'appelait peut-être pas ça comme ça à l'époque, et il a créé les tout premiers bals dans les années 80. Et malheureusement, il a été amené en prison, du coup, en 1996, pour avoir mené une maison close. Voilà, mais c'est les premières traces des ballrooms, entre guillemets. Ensuite, nous retrouvons beaucoup de vaudeville, donc c'est un petit peu le cousin du pantomime. Le pantomime, ça va être plus européen et le vaudeville, ça va être plus américain, disons. C'est un genre de théâtre. Et donc, vers la fin du 19e siècle, on retrouvait du coup des ménestrels qui jouaient justement dans ces théâtres-là de vaudeville, et ils se moquaient de la culture africaine. Donc d'abord, ils se moquaient des hommes africains, et au fur et à mesure, ça s'est tourné beaucoup plus vers les femmes, notamment en faisant des blackface, ce qui... Ok, on s'est compris. Mais voilà, c'était un petit peu les débuts. Ils adoraient porter des vêtements en satin, des vêtements en soie. Et on les appelait les wench players, ou les petites filles joueuses. Donc ensuite, on va retrouver les primadonnas, toujours vers la fin du 19e siècle. Les primadonnas, c'est un petit peu les wench players, mais en version un peu plus évoluée, qui sont un petit peu plus raffinés. C'est des personnages inspirés des castrati et des acteurs shakespeariens. Et vraiment, la différence entre les wench players et les primadonnas, c'est que les wench players étaient plus inspirés de la culture américano-centrée, alors que les primadonnas c'était plus un mix entre américain et européen. Donc ils étaient connus notamment pour faire la comédie, pour danser et pour changer de costume. Donc si vous pensez que la drag queen moderne telle que Sacha Velour a inventé les outfit changes, et ben vous vous trompez lourdement. Et on pourra également nommer plusieurs noms influents qui sortent des primadonnas, notamment Julian Eltinge et Bothwell Brown, toujours en Amérique. Alors ensuite, on va reconnaître un petit déclin du vaudeville dans le Progressive Era, donc l'era progressif de 1896 à 1916, tout simplement parce que le vaudeville commençait à être associé de plus en plus à la prostitution et l'homosexualité. Donc à l'époque, on ne parle toujours pas de drague, mais on parle de travestissement. Et on est clairement passé d'une pièce de théâtre mainstream que tout le monde regardait à plus des nightclubs. Enfin, ce qui était à l'époque des nightclubs. Et ça a permis à cette communauté LGBT de s'en sortir, de se serrer les coudes tous ensemble et du coup de se créer leur propre communauté. Alors on peut parler de beaucoup de manifestations, notamment de Copper Donut Riot en mai 1959 ou encore de Compton Cafeteria en 1966, mais la plus célèbre manifestation restera toujours Stonewall. Stonewall qui est un bar à l'époque qui se trouve dans le Greenwich Village, proche de Manhattan. Et à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que les homosexuels n'ont pas de droit. Et on peut même dire que l'homosexualité est interdite dans tous les États d'Amérique, sauf dans l'Illinois. Donc la plupart de cette communauté-là se cachaient justement dans des bars, et ils étaient souvent victimes de violences policières, violences également de la part de beaucoup de citoyens, puisque au final, les homosexuels n'ont pas de droit, donc ils peuvent faire n'importe quoi, et ça c'est complètement révoltant, on est d'accord. Et dans la nuit du 28 juin 1969, la police est rentrée dans le bar de Stonewall et a commencé à tirer partout. Il n'y a pas eu de mort, mais on remarquera que cette violence est énorme pour ces personnes-là, puisque le lendemain, ils vont créer directement leur première Pride. Alors, en fait non, pas du tout, je me suis complètement gouré, c'est pas le lendemain qu'ils ont commencé leur première Pride, puisque la première Pride a commencé le 27 juin 1970, soit un an plus tard, après les événements de Stonewall. Par contre, c'est vrai que ça les a poussés encore plus dans leur envie de libérer la communauté LGBT et lui former des droits. Alors au début, on appelle ça la Gay Pride, parce que c'est d'abord le droit des homosexuels, mais au fur et à mesure des années, on va beaucoup plus parler de Pride, notamment ces dernières années. Maintenant, vous verrez aucun activiste LGBT parler de Gay Pride, parce que c'est pas seulement les droits des homosexuels, mais c'est également les droits des LGBT, donc des lesbiennes, des gays, des transgenres, des pansexuels, enfin, de tout le monde. C'est vraiment le droit de toutes les minorités au sein de la communauté LGBT. It's about making things better for the whole community. Et donc c'est vrai que cet événement à Stonewall, le bar Stonewall, a été le cataclysme à une révolution homosexuelle bien marquée,
puisque à l'époque on lançait carrément des briques sur les policiers. C'était vraiment wild à l'époque, de ce que j'ai pu voir dans mes recherches. C'était vraiment d'une violence inouïe, tout le monde courait sur tout le monde. Les manifestants de la cause LGBT, ils frappaient les cops, les flics. Et c'est vrai que cette manifestation à l'époque est pas aussi douce que maintenant. Maintenant c'est beaucoup plus une fête, c'est une célébration. À l'époque c'était une vraie violence, c'était quelque chose d'important parce qu'il fallait se faire entendre, il fallait faire entendre les gay rights. Et on va remarquer plusieurs figures qui vont être très importantes dans la lutte LGBT, notamment Marsha P. Johnson. Il y a un documentaire d'ailleurs qui est sorti sur elle, qui est hyper intéressant, regardez-le sur Netflix. Il est vraiment génial. Je me souviens plus exactement comment il s'appelle, mais je vais vous noter ça en sous-titre juste ici. Donc Marsha P. Johnson est une drag queen qui est née le 24 août 1945 et qui est morte le 6 juillet 1992. Certains disent que le P dans Marsha P. Johnson, ça vient de Pay No Mind. Donc c'est une activiste LGBT et également pour la cause de la séropositivité, donc pour le sida, puisqu'elle va beaucoup s'engager dans ACT UP New York, qui est contre le sida et qui est une association créée le 1er juin 1987. D'après elle, c'est la première drag queen qui est arrivée dans le Greenwich Village. Elle a également créé aux côtés de Sylvia Rivera, qui est une travailleuse du sexe et une femme transgenre, qui a beaucoup lutté pour la révolution LGBT aux côtés de Marsha P. Johnson. Et ils ont également créé la Street Transvestite Action Revolutionary, autrement les acronymes de STAR, STAR, donc qui était une association faite pour les sans-abri, pour les transgenres ainsi que les drag queens, qui étaient en vrai besoin. They named it Star House and pooled their meager incomes to support their family. People who were getting out of jail, queer kids with no place left to go, and newcomers to the scene who needed to be taught about street survival. Et elle est morte le 6 juillet 1992 et son corps a été retrouvé 2 jours après dans le Houston River, peu après la marche des fiertés. Et donc ce qui a fait énormément scandale auprès de la communauté LGBT, c'est que la police a tout de suite fermé l'affaire, parce que pour eux c'était juste une autre queen qui était morte dans les rues, et ils ont tout de suite déclaré que c'était un suicide. Mais tout le monde savait que ce n'était pas un suicide, puisque Marsha P. Johnson était une personne très joyeuse de nature, et elle n'avait aucun mobile réellement pour se suicider, quoi. Et la plupart des gens à l'époque suspectaient la mafia italienne d'avoir fait ce coup-là, justement, parce que je tiens à vous le dire encore une fois, et je tiens à appuyer vraiment là-dessus, les droits des homosexuels n'existaient quasiment pas, ou même pas du tout, à l'époque. Et donc suite au décès de Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera devient sans-abri et quelques années plus tard, elle reprend son travail d'activiste et elle meurt d'un cancer du foie le 19 février 2002 à l'âge de 50 ans. Donc c'est vrai que la lutte pour la cause LGBT est cousine un petit peu de la lutte pour le droit des femmes, et on va d'ailleurs noter que Marsha P. Johnson était un peu la Rosa Parks du mouvement LGBT, si vous voulez, puisqu'on pensait directement à Marsha P. Johnson quand on pensait à la communauté LGBT, et on y pense toujours maintenant, puisque c'est vraiment une figure très importante dans notre cause, quoi. Donc beaucoup d'écrivains également travaillent sur la théorie du genre, notamment Judith Butler qui va écrire Troubles dans le genre le 8 avril 2005, qui va également parler de la place de la femme dans la société et en quoi la femme à l'époque a pu être considérée comme un objet plus qu'un sujet à part entière, et en quoi devenir vraiment l'objet de quelqu'un c'est un échec. Elle a voulu démontrer ces points-là en différents paragraphes, et elle veut également casser les normes du patriarcat en voulant déployer différents pronoms, donc les pronoms qu'on connaît maintenant, de manière à créer différents tons identitaires, puisque d'après elle, les pronoms il et elle sont beaucoup trop réducteurs, et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on a pu voir très récemment, puisque beaucoup de personnes se considèrent beaucoup plus que leur genre, et je trouve que c'est vraiment une bonne chose, ça veut dire que la société évolue et on part vers une société un peu plus progressiste. Gender is a universe. It is a broad spectrum of planets and stars and sky that truly cannot be contained into a binary. So when someone chooses a personal pronoun that they identify with, using that pronoun is a form of respect and a form of validation that yes, this is your rightful identity and I will respect that. Alors maintenant je vais vous parler d'une figure qui se rapproche beaucoup plus de la drag queen moderne que l'on pourrait connaître maintenant. Je parle en effet de Divine, je sais pas trop comment on l'appelait, mais je vais l'appeler Divine. Donc Divine, qui est né sous le nom de Harris Glenn Milstead le 19 octobre 1945, est un garçon qui depuis tout petit adore jouer avec les vêtements de sa mère, avec les cheveux de ses amis également, et au fur et à mesure qu'il grandit, il va assister à beaucoup de balles transformistes où il va notamment jouer Elizabeth Taylor, il va imiter Elizabeth Taylor. Donc il a joué dans beaucoup de films qui sont beaucoup reconnus par la communauté LGBT, beaucoup connaissent ces films-là, notamment dans Multiple Maniacs en 1970 où il se fait tuer par un homard. C'était des films un petit peu expérimentaux à l'époque. Pink Flamingos en 1972 et également Polyester en 1981. Kill everyone now. Condone
first-degree murder. Advocate cannibalism. Eat shit. Filth are my politics. Filth is my life. Take whatever you like. Yes. Mais son plus grand succès, ça va être Hairspray en 1988, où elle va jouer le rôle d'une femme cisgenre. Et beaucoup de personnes vont célébrer Divine, car elle fait partie des drag queens qui commencent à devenir un peu plus mainstream dans le domaine du cinéma et de la musique également. Et le 7 mars 1988, elle a été retrouvée dans sa chambre d'hôtel morte, suite à une crise cardiaque. Et donc Divine était beaucoup célébrée pour son extravagance, son côté décalé, son côté trash et ses propos X également. C'était une drag queen qui n'avait pas la langue dans sa poche. Et d'ailleurs, fun fact, si vous connaissez Ursula de la Petite Sirène, ça a été inspiré par le personnage de Divine. Donc je vais vous parler également d'une autre figure, donc cette fois-ci Club Kid, pas drag queen, qui s'appelle Lee Bowery, qui est un Australien, qui est né le 26 mars 1961 et qui a beaucoup exercé son art dans les clubs de Londres. Il était connu pour faire ses propres looks, il avait un esprit très créatif, tout le monde adorait ses créations. Mais la particularité avec lui, c'est qu'il voulait pas les vendre. Il n'avait pas du tout un esprit capitaliste. Il était vraiment concentré sur montrer ses créations, montrer sa créativité et montrer sa communauté. Il a également inspiré beaucoup de designers, notamment Alexander McQueen et Yves Saint Laurent. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui ne le sauraient pas, c'est la personne qui est à l'origine du mot camp. C'est lui qui est à l'origine de la culture camp. Vous vous souvenez du Met Gala de 2019, le thème c'était camp. Et bah ça vient de ce mec là. Bon, là je vous ai parlé de beaucoup d'icônes de divers pays, etc. Mais je voulais quand même vous parler de cette figure transgenre en France qui s'appelle Coccinelle, qui a beaucoup performé chez Madame Arthur, qui a performé aussi à l'Alcazar. C'est une danseuse, c'est une chanteuse, c'est une showgirl. Elle adore faire le show dans divers bars. Et c'est une des premières femmes transgenres connues du public. Donc c'est une des premières femmes transgenres mainstream, si vous voulez, en France. Alors maintenant, je vais vous parler d'une figure très importante. Vous avez forcément entendu parler de ce nom, c'est sûr et certain, RuPaul André Charles. Donc RuPaul André Charles est né le 17 novembre 1960 à San Diego, en Californie. Il a 3 sœurs et il lui pique tous ses vêtements, enfin c'est typique de la drag queen, tout le monde a fait ça, tout le monde va faire ça, c'est sûr et certain. Et à la fin des années 1980, il s'installe à New York où il va créer notamment un groupe de musique. Il adore chanter, il adore être dans les bars, dans les clubs underground où il va exercer son personnage de RuPaul, la drag queen RuPaul. Using the stuff that you have and using the silver stuff that is so wonderful. I wish he was in the bar tonight. What am I gonna get? I'm gonna get a soda. I'm gonna get a Coca-Cola. En 1994, Max s'associe à RuPaul pour créer des cosmétiques. Et c'est d'ailleurs une première dans l'histoire qu'une drag queen collabore avec une marque aussi connue. Et ils vont également lever des fonds pour Mac AIDS Fund, donc, qui est une association pour le sida. Et en 1996, c'est une figure publique qui parle également de féminisme, de sexualité, d'émancipation des Noirs, ainsi que de misogynie. And you know, when I looked on the other side over the shoulders of the National Guard, I could see that the people on the other side, I'm sure they liked, you know, things that I like. They were just like me, you know. You know, I'm a regular Joe, you know. I really am. I am. It's just that... It's true, I'm a regular Joe. Il va également créer le RuPaul Talk Show en 1996 et le finira du coup en 1998, mais ça a été repris en 2019 je crois. Et il va également créer l'émission que tout le monde connaît en 2009 qui s'appelle RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag Race qui est une compétition de différentes drag queens, donc chaque saison il y en a entre 13 et 14 à peu près, permet qu'à la fin de la saison il y ait une drag queen qui soit élue America's Next Drag Superstar. Et donc il y a forcément une drag queen qui chaque semaine s'en va, voilà, donc ils font beaucoup de lip sync, de chant, de danse, ils créent leur tenue, enfin tous ces trucs là, c'est une compétition qui englobe beaucoup de choses comme ça. Let the games begin! Are you ready to go for the gold? My most legendary queens return to battle for the crown. It's All-Star season. Mais c'est vrai que pour toutes les personnes qui sont adeptes de Drag Race, c'est pas forcément la même chose que le drag. Enfin, du moins en France en tout cas, je trouve que c'est pas vraiment la même chose. C'est sûr que c'est beaucoup plus mainstream, on voit beaucoup plus les paillettes, etc. Mais c'est plus, je trouve, un art beaucoup plus politique, plus que esthétique. Moi personnellement je le vois comme ça, après c'est peut-être différent pour d'autres, mais c'est vrai que RuPaul's Drag Race des fois ne reflète pas forcément ce que c'est que le drag. Il montre beaucoup de bons côtés, ce qui en soi est pas mal, ça permet d'être une émission très mainstream et on veut voir que les bons côtés, quelque part tant mieux, hein, c'est bien moi je trouve. Donc la drag queen possède un nom de scène, moi par exemple c'est Gaia Imperial, donc ça c'est mon nom de scène, et mon nom d'homme derrière la drag queen c'est Théo.
Moi je m'appelle Théo, mais mon nom de drag queen c'est Gaïa. Gaïa Impériale. Et également, suivant certaines drag queens, elles ont des houses, des familles, et d'ailleurs on peut remarquer que la culture drag est un peu la cousine de la culture ballroom, qui est née dans les années 80 à New York dans le Bronx. Les ballrooms sont créés par des communautés afro-américaines, et c'est d'ailleurs de ces communautés-là que vous pouvez tenir le voguing, donc ce que vous voyez souvent dans RuPaul's Drag Race, et notamment quand vous pensez à Death Drop, où la jambe elle part dans tout, enfin comme ça et tu tombes par terre. Les gens disent Death Drop, alors qu'en réalité dans la culture du ballroom on appelle ça plus un dip, c'est un dip. Ça a été un peu dénaturé, si vous voulez, ce voguing, etc. Et d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, fun fact, Vogue de Madonna s'est inspiré de la culture ballroom, donc le voguing. Let your body move to the music, you know you can do it. Si vous connaissez pas cette musique, je suis désolé, mais sortez, c'est pas possible. Tout le monde connaît cette musique. You know, you have to have something to offer in order to lead. The mother usually becomes the mother because she's usually the best one out of the group. Alors la drag queen a un processus long, en effet, elle met entre 2 à 6 heures à faire son maquillage, donc ça c'est suivant évidemment ce que vous voulez faire. Donc elle est souvent connue comme soit une look queen, soit une lip sync queen, soit quelqu'un qui fait du hosting. Donc le hosting, pour les personnes qui ne savent pas, c'est dans les soirées, la personne qui anime, entre guillemets. Et d'autres personnes également sont considérées comme des comedy queens. Et un peu plus récemment, maintenant, on peut considérer des drag queens comme beaucoup de choses et pas forcément se mettant dans une case. Donc la drag queen a été représentée dans diverses émissions télévisées dans différents pays, mais c'est vrai qu'en France, on est peut-être un petit peu en retard par rapport à ça parce qu'on n'entend peut-être pas forcément trop parler des drag queens à la télévision française. Et comme je vous l'ai dit, le drag c'est plus une culture américano-centrée qui s'est immigrée dans différents pays. En fait, si vous voulez, la France a plus une culture de cabaret, plus qu'une culture de drag queen, de showgirl si vous voulez. Enfin, showgirl, mais plus typé cabaret. I have been beaten. I have been thrown in jail. I have lost my job for gay liberation. Et donc pour conclure sur ce sujet qui est hyper varié, qui est hyper... j'aurais pu dire beaucoup plus, mais il y a tellement d'informations que c'est... fallait vraiment que je synthétise un petit peu. Pour conclure, le drag c'est un art politique avant tout. C'est plus un art politique qu'un art esthétique, enfin du moins surtout en France je trouve. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier que sans les Afro-Américains, sans les personnes de couleur, sans les transgenres, on n'aurait pas les droits qu'on aurait maintenant. Puisque c'est les drag queens brown, les drag queens noirs, les drag queens transgenres également, c'est grâce à ces personnes-là qu'on a pu avoir nos droits, qu'on a pu avoir nos libertés, le mariage homosexuel, si on peut s'exprimer aussi librement, c'est grâce à ces personnes-là. Donc c'est pour ça que quand on baigne un petit peu dans la culture masque for masque, c'est un petit peu déroutant de se dire que certaines personnes de la communauté LGBT refusent d'avoir affaire à toutes ces personnes-là un peu plus féminines, un peu maquillées, qui sont drag queens, qui sont transgenres, alors que c'est grâce à justement cette ancienne génération-là qu'ils ont tous leurs droits. J'apprécie beaucoup cette culture drag, ça fait maintenant presque 3 ans que je suis dedans, et j'apprécie beaucoup, moi perso ça a été un moyen de beaucoup m'exprimer. Après c'est vrai que ce qui est intéressant maintenant c'est que le drag évolue énormément, donc dans n'importe quel pays, même en France il devient un peu plus quand même ancré, un petit peu plus, hein. C'est un peu compliqué mais un petit peu plus. Et je vais terminer cette vidéo là pour vous dire que si jamais vous êtes dans n'importe quelle ville en France, si jamais vous entendez parler de shows drag queen qui ont lieu proche de chez vous ou même loin, ou si jamais vous êtes à un show, n'hésitez pas à tipser vos queens, n'hésitez pas à soutenir les drag queens locales également, parce que c'est pas... Tout le monde n'est pas des Jan, tout le monde n'est pas des Aquaria, tout le monde n'est pas des Sacha Velour. C'est vrai que ces drag queens locales, ça les aiderait beaucoup si elles se faisaient tipser, si elles se faisaient soutenir à fond par tout le monde. Et c'est vrai que si tout le monde un petit peu s'intéresse à la culture drag, on pourrait beaucoup avancer, surtout nationalement parlant en France, et ça pourrait être un grand pas pour l'art du drag également. Donc en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai beaucoup apprécié faire ça avec vous. C'est un sujet qui était un petit peu lourd à aborder. Peut-être que j'ai dû sans doute faire des fautes, c'est possible. Si jamais j'en ai fait, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. C'est vrai qu'en période de Pride, c'est important de se souvenir grâce à qui on a nos droits. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et laisser un petit commentaire, car ça pourrait beaucoup accélérer l'algorithme YouTube et ça pourrait beaucoup m'aider en tant qu'artiste à grandir un petit peu, à me faire un peu mieux référencer si vous voulez. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao ciao.